Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de 3-4 le mag. Aujourd'hui, on va parler de danse traditionnelle, de poison pour chiens, de violon, de machine, mais aussi du berry, puisque j'ai le plaisir de recevoir Étienne Faguet et Chloé Bourreux. Salut à tous les deux. Salut. Ça va bien? Oh oui, carrément. Je vous reçois aujourd'hui à l'occasion de la sortie du premier album de la ciguë. Son titre, c'est La hache des chiens. Alors déjà, on peut expliquer que la ciguë et la hache des chiens, c'est deux synonymes d'une même plante toxique. Je demande rarement au groupe d'où vient le nom du groupe, parce que des fois, c'est un peu une question piège pour les groupes. Mais vous, j'avais quand même envie de vous la poser, du coup. Du coup, pourquoi la ciguë ? Quand on cherchait le nom du groupe, j'essayais d'ancrer ça dans le terroir berrichon, parce qu'on vient du Berry tous les deux, et que ce projet qui s'inscrit dans le Baltrad a puisé un peu son essence là-dedans. Et donc, j'ai essayé de trouver une plante ou un symbole. J'ai cherché dans un dictionnaire des symboles, justement, de toutes ces choses-là. J'arrivais pas vraiment à trouver quelque chose. Et de fil en aiguille, dans tout le terroir ésotérique du Berry, il y a beaucoup les sorcières qui reviennent. Et à un moment, à force de regarder sur les contes et légendes autour des sorcières, je suis tombé sur des potions faites à base de ciguë. Et là, ça a fait tilt. Je me suis dit, oh là, il y a quelque chose, ça me parle. On a commencé à creuser un peu ce filon-là, la ciguë, comme tu l'as dit, c'est un poison commun qu'on trouve partout. C'est une plante qui est assez jolie en plus et qui a beaucoup d'histoires autour d'elle. Et ça nous a parlé, on a fait OK, c'est ça. Et du coup, vous avez envie d'en remettre une couche avec le nom de l'album, La hache des chiens? Ouais, en fait, j'aime bien... la hache, ça veut dire le persil des chiens. Et du coup, c'est en fait ce qu'on met de côté, quoi. Ce qui est, donc j'aimais bien cette image-là c'est le mauvais persil. Et voilà, et du coup, ça rejoignait bien ce qu'on incarnait, je trouvais. On voit la pochette de l'album, d'ailleurs, c'est toi qui l'as réalisé, je crois, Chloé. Tout à fait, mais la photo, c'est Julien Poulain. Voilà, on le cite. Qui travaille avec pas mal de groupes locaux. Exactement. Et assisté par Yanis Pachot. Et la chienne sur la photo s'appelle Ranja. On remercie Héloïse très fort d'avoir été là avec Ranja pour ce shooting. Et ce premier album, il a quelque chose de sombre, ténébreux, mystique. Et pourtant, la ciguë, en fait, t'en as déjà un peu parlé, c'est une invitation à la danse, aux danses traditionnelles comme la bourrée, par exemple. Est-ce que c'était justement l'idée de base du projet de faire danser les gens ? Ouais, c'est l'essence même du projet. Du coup, tout ce qu'on compose. Donc déjà, en fait, on reprend pas un répertoire. On fait vraiment de la composition, on écrit les textes et tout ça. L'idée, c'est qu'on partait effectivement de la dansabilité. Donc c'est comme ça qu'on construit nos morceaux et tout ça. Et par contre, que ce bal, parce que ça s'inscrit dans la tradition du bal trad ou bal folk, ça dépend comment on en parle. C'était d'en faire une espèce de messe où on peut exulter et puis traverser en fait plusieurs émotions dans ce moment-là de liesse collective, quoi. Il y a cette ambiance un peu sorcière, comme tu disais, ésotérique, qui traîne un petit peu sur l'album. Et est-ce que, justement, tous les deux, vous étiez coutumiers de ces danses ? Est-ce que c'est des danses que vous connaissiez, que vous avez appris quand vous étiez petit, justement ? Ouais, moi, j'ai baigné dedans. Donc, depuis que je suis gamine, mon père faisait de la cornemuse du Centre-France. Il nous emmenait quasiment tous les week-ends en bal. Et c'est aussi comme ça que j'ai appris le violon. Du coup, c'est violon-machine. Et batterie. Et donc, ouais, moi, du coup, c'est vraiment quelque chose qui est ancré en moi, quoi. Alors moi, c'est moins familial comme histoire. Il n'y a personne dans ma famille qui fait de la musique et du coup qui danse non plus. Mais je me suis rendu compte après, quand on a creusé ce sujet-là avec Chloé, que j'avais quand même grandi dans le Berry. Donc en fait, j'avais assisté quand même à pas mal d'événements quand j'étais ado. Tu connaissais quand même. Ouais. J'étais allé au festival de Saint-Chartier, qui est un énorme festival des luthiers, voilà, où il y a effectivement énormément de balles. J'avais même chez moi des CD que j'avais achetés de compilations de morceaux de trad. Donc en fait, j'avais déjà ça quand même en culture. Il y a ce petit côté un peu anachronique quand on vous découvre. Moi, c'est l'impression que ça m'avait fait quand je vous avais découvert en live il y a 2 ans. Je me souviens justement m'être demandé si vos titres, c'était des reprises. Et non, tu l'as dit, c'est des titres originaux. Et mon questionnement, c'était de savoir comment on s'y prend pour être inspiré par cette musique. Tu as déjà un petit peu répondu puisque tu as baigné dedans, mais est-ce qu'on va justement réécouter des disques de ses grands-parents, voire arrière-grands-parents ? En fait, un peu, parce que du coup, dans l'écriture, en tout cas, des textes, on voulait quelque chose qui soit atemporel, qui ne s'inscrive pas, par exemple, dans l'utilisation des réseaux sociaux. Donc, on ne va pas parler d'Instagram, on ne va pas parler de Facebook, parce qu'on espère aussi qu'un jour, les réseaux sociaux se cassent la gueule. Mais en fait, du coup, peut-être que dans 20 ans, on écoute ces paroles et que ça reste toujours dans une actualité. Et donc, du coup, effectivement, j'ai écouté pas mal de chansons. Et aussi, pour écrire les paroles, on s'aide beaucoup d'adages et de proverbes. Et en fait, les adages et les proverbes, ils continuent
à être perpétué et à être utilisé dans notre langue commune. Et c'est vraiment l'essence même de la temporalité. Quoi. Ouais. Ouais. Ça doit être une contrainte assez complexe quand même ou... En vrai, c'est assez rigolo de jouer avec ces adages et ces proverbes, de jouer avec les mots, de parfois les transformer ou les réutiliser tels quels. Donc pas tant. Et puis après aussi, il y a beaucoup d'images qui sont très présentes dans la musique traditionnelle, genre la rose et le rosier, c'est déjà utilisé, beaucoup avec les oiseaux aussi, donc c'est aussi quelque chose qui est assez récurrent dans notre écriture. Donc après, on s'inspire, voilà, on s'ancre en tout cas dans un champ lexical qui reste de celui qui est déjà utilisé en tout cas dans les chants traditionnels, quoi. Ensuite, vous mélangez, j'ai parlé d'anachronie, mais vous mélangez quand même ça avec des batteries, des machines, on les voit à côté de nous, et on a quand même un album qui sonne finalement très actuel. Est-ce que c'était une crainte quand même, quand vous avez commencé à composer ces titres, de vous dire, tiens, est-ce que le public de musique actuelle va comprendre ce qu'on veut proposer ? On ne s'est pas posé beaucoup la question de comment ça allait être reçu. On s'est posé beaucoup la question de ce qu'on allait faire et de le délimiter, ce projet. Donc très fort par le bal, par les textes, par l'instrumentarium, où on s'est dit, au début, nous, on veut revenir sur nos instrus, donc le violon, augmenter toutes ces pédales d'effet looper que Chloé a beaucoup pratiqué dans les musiques actuelles. Moi, la batterie, qui est mon premier instrument, avec toute la partie MAO que je pratique beaucoup en parallèle aussi. On s'est dit, ça, c'est notre base. Comment on l'ancre dans la culture du bal ? Le violon, ça va, il s'insère tout seul. Où peut aller Chloé avec tous ses pédalboards et où elle ne peut pas aller, du coup, la batterie, ça fait la rythmique. Avec les synthés, l'idée, c'était d'imiter un peu le bourdon de la vie à la roue qui tient une note. Donc, avoir ce truc qui descend en dessous le violon de Chloé, même quand il utilise des pédales, elle est vraiment dans le sub pour apporter ce côté électronique et bourdon lancinant comme ça qui tourne cette note en continu, ce tapis. Donc tout ça, on l'a très cadré. En fait, une fois qu'on avait cette matière-là, avec presque le placement des instrus qui était défini dans leur utilisation, il n'y avait plus qu'à dérouler. Et vous y avez cru tout de suite Après, comment c'est reçu, ça, on ne peut jamais miser dessus. Donc nous, on a plutôt réfléchi sur ce qu'on voulait faire artistiquement. Et après, on a même été assez étonnés de comment ça a été reçu. Déjà parce que dans le bal, là où on l'inscrivait, on voulait arriver avec quelque chose d'un peu ovni. En fait, c'était pas si ovni que ça. Il y avait beaucoup de choses qui s'étaient déjà passées dans le bal ces dernières années, où le néo-trad a beaucoup changé, a beaucoup évolué. Donc en fait, on est arrivé dans une scène qui existait déjà et un groupe qui faisait écho avec quelque chose qu'on avait vu grandir, mais on pensait pas à ce point-là. Enfin, moi, en tout cas, je pensais pas à ce point-là. Et pour les musiques actuelles... Là, on avait moins de doutes, je pense, que ça prenne un peu, parce que justement, on voyait que le néo-trad s'insérait un peu dans les musiques actuelles, donc on s'est dit, là, il y a peut-être un placement où on peut faire écho. Après, c'est vrai que ça prend plutôt bien, et surtout, ce qui prend bien, c'est que les gens jouent le jeu du bal. Même dans les salles de musique actuelles, il y a des danseurs, danseuses qui viennent, et ça se mélange à un public qui n'est pas initié. Il y a une communauté très forte. Et tout ça crée un mélange qui est vraiment incroyable. Ça fait déjà un peu plus de 2 ans que vous jouez les titres qu'on découvre sur l'album sur scène. Comment, justement, la scène, elle a influé votre manière de concevoir cet album ? En fait, on écrit... De base, on est un groupe de live. Enfin, c'est vraiment là-dedans qu'on on s'inscrit. Et c'était un peu un postulat de base, genre, on va d'abord faire des balles et ensuite on fera l'album et pas l'inverse, enfin bref. Donc du coup, en fait, c'est plutôt un laboratoire d'expérimentation, le live, où on a écrit des morceaux, des fois ils étaient même pas finis, et on les a testés en live. Complètement. Et c'est génial en fait, parce que du coup, ça te permet de réajuster aussi parfois les arrangements, parce que tu sens que les danseuses en face sont un peu désorientées, ou que ça marche pas et tout ça. Et après, par contre, pour l'album, on voulait vraiment s'émanciper de ce format de danse et d'avoir des formats qui soient parfois très très longs, ou aussi où on peut enchaîner plusieurs titres, donc aussi potentiellement de plusieurs danses. D'en faire vraiment un objet sonore où on travaille vraiment les arrangements, les textures. On en fait un produit qu'on cisèle, qu'on sculpte. Donc à la fois, en fait, en live finalement, ce qu'on entend sur l'album, il y a des titres qui sont assez similaires. C'est proche. Il y en a pas du tout. C'est une île sauvage où se posent les pierres comme autant de prières poussées vers le large. Ah,
Moi, je vous avais découvert lors d'un concert en 2024 et j'avais été totalement séduit par le titre La Rosée et le Rosier qu'on aura justement la chance de découvrir en live tout à l'heure. Comment il est né ce titre? Je crois que c'est votre première chanson en tant que groupe, en tant que La Ciguë. Il est apparu assez vite. Ce titre-là, il fait écho à l'histoire de Barbe Bleue. D'accord. Voilà. Enfin, c'est comme ça, en tout cas, que moi, je voulais partir de cette histoire-là que tout le monde connaît. Donc, il y a les adages et tout ça, mais il y a aussi les histoires, les mythes que tout le monde se raconte et qui parlent de violences sexistes et sexuelles. Parce que quand vous l'avez présenté justement sur les réseaux sociaux pendant sa sortie, vous l'avez présenté comme un titre qui parle d'amour queer, de violence et de vengeance. Ouais, voilà. C'est très bien résumé. Et c'était ça aussi, de parler. Parce que dans notre écriture aussi, on voulait raconter d'autres histoires, parce que dans la musique traditionnelle, il y a aussi beaucoup de chants qui sont empreints de patriarcat. Qui sont dans leur époque. Voilà. Et qui sont témoins d'une époque. Oui. Nous, on ne voulait pas raconter ces récits-là. On voulait aussi se les réapproprier et raconter d'autres récits, que ce soit des récits queer, beaucoup plus féministes aussi, et qui sortent un peu de cette hétéronormativité. Oui. Justement, dans vos titres, on ressent quelque chose aussi de la révolte, de l'éveil. Ça fait partie de vos thèmes de prédilection. C'est ce que vous aviez envie de défendre avec La Ciguë. Ouais. Ouais, on voulait que le projet il soit un peu engagé quand même. Mais clairement même. Ouais, Quasiment tous les textes fait. parlent en fait de problématiques qui, en tout cas, après peuvent provoquer une émotion, que ce soit la colère ou la tristesse, mais que ça soit engagé, c'était clairement défini dès le début. Il y a quelque chose de collectif aussi, souvent dans ces textes, ça fait appel au collectif, quoi. Dans la colère, il y a aussi les gens la qui se rue, réunissent. debout. La marée, la rue, debout, c'est carrément ça. Ouais. Vous êtes déjà produit un peu partout en France. Comment est l'accueil du public? Parce que justement, c'est des danses traditionnelles, mais vous avez aussi bien pu jouer à Lyon qu'en Bretagne. Comment y réagit le public de danseurs, justement? En vrai, je dirais plutôt comment réagit le public de musique actuelle ou le public de musique trad. Parce qu'il y a de danseurs. Oui. Parce qu'il y a ça aussi. Vous avez la chance de vous produire justement dans ces deux univers-là. Ouais. Ouais. Et le baltrad, il est répandu vraiment dans toute la France, même au-delà de la France. Et en fait, une bourrée centre-France, quelqu'un en Bretagne va savoir la danser comme quelqu'un à Lyon. Il n'y a pas de... Vous n'avez pas découvert des nouveaux styles de bourrée à l'autre bout de la France? Il y en a plein partout. Alors par contre, il y en a plein. Ouais, c'est ça, il y a plein de styles différents. Il y a toujours, quand même, les régions ont un peu leur spécificité. Et effectivement, dans les danses et même dans l'écriture des morceaux, des fois, il y a des choses, des appuis qui changent. Mais sinon... Un public bal, c'est un public bal, quoi. Il va tout de suite réagir et partir et danser, quoi. Et on m'a dit que c'était pas forcément dans le Berry où ça dansait le plus. Où des fois, il y avait tellement de public qu'en fait, il y avait même plus la place pour danser. En vrai, ça dépend. Mais en Bretagne, par exemple, c'est hyper fat. Ouais. Quand tu fais un fest-noz, il y a un gros festival qui s'appelle Yawank. C'est 5000 personnes dans une même salle. Donc, dans le Berry, ça danse quand même. Il y a plutôt, en Touraine, par exemple, c'est un peu moins. Mais parce qu'en fait, on vient historiquement là où les châteaux se sont implantés. Donc, il y a eu aussi une disparition du patrimoine au profit d'une autre culture qui est plus celle de la noblesse. Et voilà. Et la première fois que je vous ai vu, moi, c'était dans la rue, lors des apérocs qui se déroulent en marge du festival au quart de tour. Et ça avait dansé tout de suite. Enfin, il y avait un public qui répondait pour ça. Et dans une toute petite rue des Trois Écritoires, je crois, les gens... Oui. Il y avait des danseurs qui étaient là. Parce que c'est hyper fidèle. C'est un public qui est hyper fidèle. Et ils viennent avant tout pour danser aussi. Et donc, alors évidemment, il y a un attachement quand même au groupe qui va les faire danser et tout ça, mais quand même, le plaisir de la danse et de se retrouver pour ça, il est hyper prioritaire, quoi, presque. Donc, pour répondre à cette question en fonction des régions, plutôt, on aurait dit, genre, à Strasbourg, on s'est retrouvé devant un public de musique actuelle, ça a pogoté. Ça a pogoté. Ouais, c'est il y bien. avait quasi personne. Ça marche aussi. Qui savait danser le bal, et effectivement, du coup, les gens ont quand même joué le jeu de s'emporter, et puis, là, c'était le... Merci Chloé Etienne, on se retrouve dans un instant pour parler de La Hache des Chiens, votre premier album, et on aura droit à un titre en live. À tout de suite.